Bonjour, bonjour, bonsoir. Nous sommes le 15 janvier, il est 17h45. Et alors, j'embarque cette capsule plus tôt que prévu parce que nous avons là une image de Goliath hyperactif qui joue alors que ce chien qui ne voit pas bien, hein, vous savez, enfin ce chien, c'est pas tout à fait un chien. Ah, eh bien, il a une demande de jeu. Eh bien, figurez-vous que ça fait des mois, donc la bête va mieux, ça fait des mois qu'il ne s'est pas mis, vous l'entendez, hein? Regardez, vous voyez, il est tout excité. Alors bon, pourquoi des jeux intérieurs? Ben, parce que les jeux extérieurs, c'est un désastre. Il pleut, il neige, il y a un vent à décorner les bœufs, c'est l'horreur. Enfin, les bœufs, vous savez, c'est pas vraiment des bœufs, hein, c'est une image encore. Goliath, oh, il est déchaîné. Oh oui. Alors, il y a tous les jouets qui sont sortis. Hein? Mais c'est bien ça. Mais c'est bien ça, mon poulet. Alors, il fait un peu noir, je vous mets un peu plus de lumière. Et alors? Et alors? Ouh. C'est quoi ça? Eh bien, c'est une représentation d'Oxo. Ce n'est pas Oxo, mais c'est une représentation d'Oxo. Ouh, il est tout trempé, l'Oxo. Il revient de l'extérieur. C'est bien, donc vous avez tous les animaux. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, voilà. On prépare une pizza. Du thon, des anchois, des olives noires, des tomates, c'est quoi ça? C'est des piments verts, mais c'est des doux, hein, c'est pas piquant. Des oignons, alors ils sont déjà en train de cuire un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, évidemment, des grosses crevettes. L'huile d'olive est prête. Et alors la pâte qui va se faire avec farine de châtaigne, farine de sarrasin, un mélange des deux. J'espère que vous voyez tout ça. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Ça, ce sera pour cuire. Bon, ben, je crois que vous avez tout vu. Ah oui, les artichauts, je n'ai pas mentionné. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pizza. Pizza sans gluten, mais pizza quand même, parce que voilà, ce dimanche soir, c'est un peu festif. Goliath, déchaîné. Oxo, perplexe. Qu'est-ce que c'est que toute cette agitation? Et alors aujourd'hui, on va parler du syndrome prémenstruel. Du syndrome prémenstruel et de comment l'éviter, de comment l'améliorer, le soigner. Alors, si j'ai le temps, je déborderai sur la dominance œstrogénique, qui peut d'ailleurs être derrière le syndrome prémenstruel, mais pas que. Donc, je ne sais pas ce qu'on va avoir le temps de faire. Évidemment, vous me direz, plus je papote d'effets spéciaux de type animalier et plus je vous montre de la nourriture, mais moins ça va avancer le schmilblick. Alors vous aurez remarqué que Goliath a son petit manteau hivernal, regardez. Hein? Ah, je suis vraiment content parce que là vraiment, sa forme s'améliore. Hein? 13 ans dans un mois. Il a 12 ans, 11 mois aujourd'hui. Bon, syndrome prémenstruel. Alors, on va s'installer, parce que tout ça c'est bien beau, mais il faut quand même que je m'asseye à un moment donné et qu'on casse toutes ces bestioles. J'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, syndrome prémenstruel qui peut commencer plusieurs jours, voire une semaine avant le premier jour des règles. Goliath n'avait pas s'asseoir. Allez hop, mets-toi. Voilà. Il a bonne mine, hein? Ça j'aime bien. Franchement, ça me fait plaisir parce que là, il a vraiment une séquence. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été comme ça. Pourtant, hier, on a été dans une pluie horrible et tout ça, ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'est pas très chaud pour aller dehors. De toute façon, pour shooter, c'est pas possible. Il y a un vent
inaudible. Inaudible. J'ai retrouvé la bonnette anti-vent coxo à piquer, mais ça resterait quand même problématique. Donc, une semaine avant les règles, peut-être plus traditionnellement 2-3 jours avant les règles. Parfois, les gros problèmes, c'est au début des règles. Parfois c'est pendant les règles. Oui, il y a tout un tas de cas de figure qui peuvent d'ailleurs trahir des causes différentes. Alors, de nouveau, médecine fonctionnelle, individualisation pure et dure. Il n'y a pas de recette magique. On va passer en revue les différentes causes, les différents cas de figure qui vont produire ce syndrome prémenstruel qui est redouté par les femmes, mais aussi par leurs compagnons. Donc j'espère que cette vidéo aura les vues féminines, mais aussi un peu les vues masculines ou les vues de leurs compagnons, quels qu'ils soient, parce que effectivement, ça peut quand même poser problème aussi sur un plan sur un plan familial ou sur tous ceux qui vivent sous le même toit. Hein? Bon, je ne vous le fais pas dire. Ces causes sont multiples et c'est vrai que mon introduction fait penser aux causes hormonales. Mais il n'y a pas que des causes hormonales. J'ai envie de laisser les causes hormonales pour la fin parce que là, on emboîtera le pas à la dominance œstrogénique. J'ai un peu des doutes que je vais pouvoir couvrir ça aujourd'hui, mais je ne sais pas, c'est impossible de prévoir. J'improvise ici totalement. Ce sont des domaines que je connais et donc pour lesquels je n'ai pas besoin de passer des jours et des nuits à préparer mon tournage comme j'ai fait avec le café et surtout avec le chocolat. 6 opus café et chocolat. Voilà, je n'en suis pas encore tout à fait remis. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Ils suscitent des commentaires très agréables. Enfin, je veux dire, j'ai été agréablement surpris de voir que vous appréciez quand je me mets à faire des recherches. Ici, j'ai pas besoin de recherche, j'ai pas besoin de justification d'articles scientifiques. Ces articles sont là sur PubMed. Si vous n'êtes pas convaincu, ben allez les voir. C'est évident à trouver. Ça fait plutôt consensus. Goliath. Non. On ne se mange pas les pattes. Non, ça ne va pas. Et donc, aujourd'hui, c'est plus mon expérience clinique et aussi les bases théoriques que je connais et que pas mal de médecins connaissent. Mais cette vidéo s'adresse surtout aux patients, aux femmes qui souffrent et je pense que vous allez en apprendre davantage pour vous soigner. Donc les causes hormonales, on en parle après et on débute avec ce qui me semble être une cause majeure, c'est le manque de GLA, DGLA, acide gamma-linolénique, GLA, et DGLA, di-homo-gamma-linolénique, qui sont respectivement le numéro 2 et le numéro 3 de la famille oméga-6. Avec les oméga-6, c'est pas mauvais. Je me tue à vous le dire. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le profil des acides gras. Toute la première partie des oméga-6 sont nécessaires. J'entends aussi beaucoup de critiques sur l'acide linoléique, qui est le premier de la famille, comme si c'était un poison. Mais sans linoléique, vous n'allez pas faire du GLA et pas du DGLA. Alors, on ne doit pas exagérer le linoléique, mais le grand méchant loup des oméga-6, c'est l'acide arachidonique qui vient en dernier lieu dans la séquence oméga-6, qui lui est pro-inflammatoire. Et là, effectivement, il faut l'éviter. Mais GLA, hautement désirable, le grand lubrificateur, si je peux me permettre ce néologisme, et le DGLA, anti-inflammatoire, pièce maîtresse pour lutter contre le syndrome prémenstruel, DGLA. Alors vous allez me dire, ah bon, ok docteur Mouton, mais alors super, dites-nous vite dans quel aliment on trouve du DGLA. Ben, dans aucun. Si,
dans le riz de veau. Un peu, vous n'allez pas vous gaver de riz de veau. Hein. Bon, en plus, parfois, ça a été un petit peu source d'inquiétude du temps de la maladie de la vache folle et des prions. Donc, déjà là, il n'y a pas de source alimentaire. Ben alors, docteur Mouton, donnez-nous un bon complément alimentaire pour compenser le manque d'aliments disponibles pour renflouer le DGLA. Eh bien, pas d'aliments, pas de complément. Vous voulez qu'il tire de quoi? Je veux dire qu'on sacrifie les humains et qu'on en extrait le peu de DGLA qu'ils ont. C'est difficile, hein, le DGLA, c'est... je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est difficile d'ailleurs. Donc, en fait, il n'y a pas de moyen de renflouer le DGLA, on doit toujours passer par le GLA. Et donc, ça revient au GLA. Le GLA, donc, qui va avoir un double avantage, le maître de la lubrification et donc de l'absorption digestive, qui est une des clés de la médecine fonctionnelle, parce que quand mes patients ne prennent pas les sources de GLA que je leur donne, je leur dis, écoutez, ça c'est très grave, c'est le pire du pire, parce que parfois c'est des huiles buvables, ils n'aiment pas. Bon, ils n'aiment pas, mais je suis pas un restaurant gastronomique, moi, bien, peut-être pas le jour où il faut que je vous dise ça, mais là, c'est un dîner, c'est pas un traitement. Les traitements doivent pas être sympas à prendre. Une huile qui contient du GLA, elle n'a jamais très bon goût. Elle est toujours un peu envahissante, un peu dérangeante, d'accord, mais j'ai besoin, moi, du GLA. Enfin, bref. Donc, les patients qui ne prennent pas bien leur GLA, eh bien, ils compromettent le DGLA, parce que c'est la seule manière de renflouer le DGLA, c'est de passer par le GLA. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes de GLA? C'est très courant d'avoir des déficits en GLA. Ça, c'est partout. C'est pour ça que c'est encore plus dérangeant, cette espèce d'ostracisme, de bannissement des oméga-6, comme ça, à la grosse louche. Ah, oméga-6, oh, mauvais. On a aussi les gens qui pensent que les oméga-3, c'est le nirvana absolu, c'est le Graal des Graals, et qui se bourrent d'oméga 3, ils font l'effort alimentaire, mangent beaucoup de poissons gras, ok, très bien, vous savez bien que je suis fortement pro-poisson gras, pas pro-viande, mais pro-poisson gras, oui, parce que, voilà, c'est très difficile de faire sans. On ne peut pas tout supplémenter, le but est quand même de manger, pas de supplémenter, et donc, ils mangent beaucoup de poissons gras, et alors parfois en plus ils se disent oh, hein, plus c'est mieux c'est, et ils se prennent des cuillères à soupe d'huile de poisson, etc. Alors vous avez des excès d'oméga 3. Je vous rappelle, une fois de plus, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, que les oméga 3 et les oméga 6 se partagent le même pool enzymatique. Si vous avez trop d'oméga 3, vous tuer littéralement les étapes métaboliques de la chaîne oméga-6 parce que les enzymes sont monopolisées par les oméga-3 qui sont en excès, en tenant compte du fait, ça aussi je l'ai déjà dit, mais je dois vraiment taper sur ce clou-là, que les enzymes en question, tous, hein, aussi bien les élongases que les désaturases, ont une préférence pour les oméga-3. La nature est bien faite. Les oméga-3 sont souvent plus difficiles à obtenir que les oméga-6, donc les enzymes favorisent le travail sur les oméga-3 par rapport aux oméga-6. Oui, mais alors, si vous avez beaucoup trop d'oméga-3, qu'en plus les enzymes n'ont pas trop envie d'entendre parler des oméga-6, et ils préfèrent les oméga-3 et que vous en regorgez, il n'y a plus rien qui se passe au niveau des oméga-6. Vous avez des images en miroir, des pics monstrueux d'oméga-3 et des déficits monstrueux de ces premiers oméga-6, GLA, DGLA, dont on a besoin. Oubliez l'acide arachidonique, celui-là, on s'en passe bien. Mais celui-là est en bout de chaîne. Donc, il faut raison garder, ne plus ostraciser les oméga-6 comme étant... Parce que moi, j'ai aussi des patients qui sont sous influence anglo-saxonne et qui disent « Ouh là là, les seed oils, les huiles de graines. » Les huiles de graines, si on en manque, c'est pas mauvais. Alors, il faut qu'elles soient d'excellente qualité. Il faut qu'elles soient pressées à froid, donc bio, pressées à froid, parce que sinon, évidemment, vous les oxydez. Là, c'est très mauvais. Et puis, il faut s'assurer que vous en avez
besoin par un statut d'acide gras. Bon, évidemment, si aux États-Unis vous vivez que de la nourriture de fast-food qui travaille évidemment avec les oméga 6 et pas avec les oméga 3, bon, vous aurez probablement pas de déficit. Mais bon, d'abord, on n'est pas aux États-Unis. Ensuite, ici, je vous dis, il faut faire des tests parce que sinon, on ne sait pas du tout de quoi on parle. Vous consacrez 50 € à faire un statut d'acide gras, vous le faites une fois dans votre vie si vous voulez, mais au moins vous savez à quoi vous carburez. C'est pas du tout évident de prévoir le statut en acide gras en fonction de la diète. Bon, ça donne des indications. Si vous mangez jamais de poisson, vous attendez pas à avoir des oméga 3 longue chaîne, il n'y en aura pas, hein. Mais vous allez me dire, oh, mais je mange souvent du poisson, il faut encore voir ce que c'est souvent. Eh bien, je ne vous garantis pas du tout que vous allez avoir beaucoup d'acides gras longue chaîne, parce que c'est une chose d'abord de manger un aliment, faut-il encore l'absorber, ok? Et donc là, vous avez tous les problèmes de dysbiose, de leaky gut. Je vous rappelle que le leaky gut nuit à la fonction de barrière, mais va aussi fortement amoindrir la fonction d'absorption. Vous avez les proliférations microbiennes qui s'accaparent tout un tas de nutriments pour leurs propres bénéfices. Donc, ce qu'il y a dans l'assiette n'est pas ce qu'il y a dans le sang, hein. Il faut passer la barrière des prédateurs microbiens du microbiote intestinal, et puis il faut encore passer la barrière intestinale. Et ça, c'est quand même un fameux challenge. En plus, dans le sang, si vous voulez, vous avez aussi, bon, c'est comme les problèmes de robinet, vous avez ce qui rentre, vous avez ce qui sort, vous voyez, on peut consommer plus. Et puis venons-en à ce point très important pour ce syndrome prémenstruel, c'est le blocage du premier enzyme qui fait passer de l'acide linoléique à l'acide gamma-linolénique, le fameux GLA, qui d'ailleurs fait la même chose dans la famille oméga 3, mais bon, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Et cette enzyme s'appelle la delta 6 désaturase, qui est très fragile et très sensible au stress. Le stress bloque ce truc-là d'une manière particulièrement spécifique. C'est un marqueur excellent du stress. C'est un des plus intéressants marqueurs du stress. Si vous voulez évaluer le stress de quelqu'un, mais à la limite, vous faites ce ratio acide linoléique sur GLA. Si c'est une catastrophe, si ça s'effondre, eh bien le stress est majeur. C'est aussi fiable que d'aller regarder les surrénales ou la conversion de T4 en T3 ou de T4 en T3 reverse. C'est vraiment crucial. Alors dire, oui, ben voilà, c'est le stress. Oui, c'est important. Et il faudra quand même dire, écoutez, avec un stress pareil, votre syndrome prémenstruel, on va avoir toutes les peines du monde à le corriger. Mais cette delta 6 désaturase, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a besoin de cofacteurs qui sont justement surconsommés par le stress, et les deux grands. Alors, ici, pour le live chat, j'attends dans vos réponses du live chat tous les vendredis 19h30, je vous le rappelle. Pas de troll comme vendredi dernier. Vendredi dernier, il y avait un troll qui passait tout le live chat à me reprocher des choses que j'étais en train de critiquer pendant la capsule. Bon, alors, si je critique quelque chose, ben, c'est que je n'aime pas, alors qu'on ne me reproche pas ce que j'ai dit que je n'aimais pas. Enfin bon, bref, passons, hein, vous savez, les trolls. Enfin, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est pas le but, hein. Moi, je fais ça pour de l'éducation, c'est pas payant, c'est pas... Qu'est-ce que les gens ont à venir passer leur temps à emmerder le monde? J'ai du mal à comprendre. Mais enfin, il y en a, hein. Il y en a, ça fait partie du décor. Faut faire avec. Et donc, ce live chat, je vous pose la question. Vous avez eu le temps maintenant de me mettre les petites réponses dans le chat.
Quels sont les deux nutriments les plus consommés par le stress? C'est le magnésium et le zinc, qui sont deux cofacteurs absolument fondamentaux de cette delta-6 désaturase, auquel on va ajouter la vitamine B6. Alors, il y a des éclairs. Je vais revoir un éclair dehors. Je vous dis, moi, je ne sais pas s'il va tomber des grenouilles, des grelons. Vous l'entendez? Un orage. Bon, on n'est jamais le 15 janvier. Un petit orage. Vous l'entendez, hein? Il se passe toujours quelque chose dans ces tournages. Il y a Gola qui se met à rejouer avec ses jouets. Il n'a plus joué avec ces jouets-là depuis un an, moi, j'ai l'impression. Bon, alors, j'ai beau dire, il n'y a rien qui y fait. Il faut qu'il se mordille la patte. Et donc, B6 est un troisième cofacteur essentiel. Le syndrome prémenstruel, je vais dire ceci, il faut prouver avant toute chose que ce n'est pas un déficit en B6. Très, très courant. Vous donnez une grosse dose de B6, du pyridoxal 5-phosphate, la B6 activée, pas la pyridoxine, parce que il y a des gens qui ont du mal à l'activer, à phosphater si vous voulez, la vitamine native, donc il faut donner la forme activée, pyridoxal 5-phosphate, 50 mg, bam, allez, et vous allez améliorer déjà pas mal de syndrome prémenstruel. Vous pourriez faire ça sans test. Parce que bon, si vous prenez une petite boîte de pyridoxal 5-phosphate, 60 gélules, une gélule par jour, 2 mois, bon, si ça ne fait rien, n'insistez pas, parce que alors vous allez passer en excès de B6. Sur 2 mois, vous n'allez pas créer une catastrophe de B6. Mais j'ai dit 2 mois, pas 6 mois sans test. Si vous avez des tests, oui, là, vous pouvez, évidemment, comme toujours, c'est mieux, vous pouvez quantifier. Mais c'est vrai que magnésium et zinc, bon, et B6, vous pourriez faire un baroud pas un baroud d'honneur, comment est-ce qu'on dit, bref, un essai, un essai clinique sur vous-même pendant 2 mois. Bon, moi, évidemment, ma façon de travailler, ça va être de doser tout ça. Et puis alors, le GLA, donc le GLA, huile de bourrache, huile d'onagre, qui sont les grandes huiles très connues pour soigner le syndrome prémenstruel. Pourquoi est-ce que l'onagre a plus de réputation que la bourrache? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer ici. Vous allez encore entendre le tonnerre, parce qu'il y a encore eu un énorme éclair par là. Bon, écoutez, bon, si je suis foudroyé, ce sera la dernière vidéo que je voulais que je vous dise. Bon, Goliath, tu vas arrêter un peu ce cirque. Non. Il n'y a jamais rien qui se passe facilement dans ces vidéos. C'est un cirque, en fait, ces vidéos. C'est plus de la médecine, c'est du cirque. Je suis désolé. Et donc, la bourrache, par contre, c'est beaucoup plus riche. C'est 18%, voire plus, 18% de GLA. Certaines préparations, certains extraits de bourrache, ça monte à 21, certaines huiles. Tandis que l'onagre, c'est plutôt 8-9%. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est l'onagre qui a la réputation, l'huile d'onagre qui a la réputation de soigner le syndrome prémenstruel plus que la bourrache, alors qu'il y en a plus dans la bourrache. L'huile de chanvre est la seule qui soit édible, non, édible, c'est l'anglais, je ne sais plus, qui soit buvable, edible, mais ce n'est que 2%. L'huile de chanvre. Mais on peut la boire. Donc, on peut avoir beaucoup plus que dans une capsule ou que dans une fiole. Donc, l'huile de chanvre, ça reste une très bonne huile, l'huile de chanvre. De nouveau, le goût, il y a du GLA, c'est pas génial, mais bon, on peut mettre ça dans une mayonnaise, dans une vinaigrette, et ça passe bien, ou dans de la soupe. Ça ne peut pas être chauffé, tout ça. Donc, si vous mettez dans de la soupe, il faut cuire votre soupe, et puis seulement après ajouter l'huile de chanvre, par exemple. Donc, tout ça sont des sources de GLA. Il y a l'huile de pépin de cassis aussi, qui n'est pas, qui est intéressante, qui a un bon pourcentage de GLA, je crois même 15% ou 12-15% selon les produits. Donc tout ça est à envisager, pour le GLA.
Bon, il est temps de passer aux hormones. Mais bon, comme je le sentais venir, on va devoir faire une vidéo, peut-être la semaine prochaine, parce que ce serait assez logique, sur la dominance œstrogénique. Donc, en fait, ce que je vous recommande pour le syndrome prémenstruel, c'est de soupçonner aussi un déficit en progestérone sur la fin de la phase lutéale. Hein. Donc, il y a la phase folliculaire, a priori une dizaine de jours. Il y a le moment de l'ovulation, 3-4 jours, où il y a tous les pics hormonaux et donc l'ovulation. Et puis, le cycle se termine par ce qu'on appelle la phase lutéale. La phase lutéale, si elle commence à être déficitaire en progestérone, eh bien ça va donner du syndrome prémenstruel. C'est une cause typique. C'est pas la seule. Hein. Je pense que différents déséquilibres hormonaux, d'hormones sexuelles féminines, vont pouvoir donner du syndrome prémenstruel. Donc là encore, il vaut mieux tester. Je vous propose de tester entre J19 et J21. Je vous rappelle qu'on compte les jours du cycle à partir du premier jour du cycle qui est J1, pas J0. Le premier jour du cycle, c'est J1. Et donc, vous repérez J19, J20 ou J21 pour doser et l'œstradiol et la progestérone. Vous comparez à ce qu'on attend dans la phase lutéale et Oxo. Voilà, Oxo qui joue avec les jouets aussi maintenant. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est l'orage à mon avis. Et donc, vous évaluez ça. Il y aura souvent des déficits en progestérone. Et donc ça, il faudra corriger. Je vous propose de parler de ça dans une vidéo spécifique. Je trouvais qu'aujourd'hui, c'était important de se concentrer sur donc les huiles et les cofacteurs. Il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé, je les caserai dans la vidéo suivante. Bon, c'est clair que les déséquilibres thyroïdiens ne sont pas faits pour arranger les choses. Donc, suite, dans un opus 2 sur ce thème des déséquilibres hormonaux féminins. Et la fois prochaine, on va passer au sujet très important de la prédominance œstrogénique qui est évidemment connectée au cancer du sein. Hein, ça, c'est plus grave. Mais on peut déjà se dire que le syndrome prémenstruel, qui est souvent lié à un déficit progestéronique, ça pourrait déjà être un facteur, en tout cas suspect, tout comme l'endométriose, évidemment. Il faudrait que je fasse aussi une vidéo sur l'endométriose. Bon, je sais pas, c'est peut-être le début d'un opus 3 sur l'endométriose. Dites-moi ce que vous voulez, mettez-moi des commentaires YouTube. C'est bien, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de réactivité. Je pense que tout ça me motive aussi. Et donc, je vous fixe rendez-vous tous les vendredis 19h30 pour les live chats. Et nous, on va bientôt manger la pizza, ok? À vendredi. Bye bye.